La Knesset a voté cette semaine en faveur de la loi norvégienne. Alors, qu'est-ce que la Norvège vient faire dans la Knesset, en Israël ? On en parle dans un instant avec Shraga, dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors, il n'y a pas que l'omelette norvégienne, il y a aussi la loi norvégienne qui a été votée cette semaine à la Knesset. De quoi s'agit-il ? Voilà, ça fait longtemps qu'on en parle et ça a fait beaucoup de bruit dans le passé et aussi la semaine dernière au moment du vote, puisque pour un petit exemple de ce qui a fait parler, c'est l'absence de Benjamin Netanyahou à ce vote. Mais avant de parler des coulisses, on va parler de qu'est-ce que c'est que cette loi. Cette loi, en fait, c'est tout simplement une loi qui permet aux ministres de démissionner de leur poste de député. De leur poste de député, afin de permettre de faire entrer de nouveaux députés sur la liste, ceux qui n'étaient pas rentrés aux élections, et de permettre officiellement, en tout cas, c'est le principe, que les ministres puissent se consacrer entièrement au travail du ministre, ne soient pas obligés de revenir siéger à la Knesset pour des votes, ce qui finalement sur le plan du travail législatif et de la séparation des pouvoirs est a priori quelque chose de bien. Alors la question que les auditeurs se posent, c'est pourquoi norvégienne ? Alors c'est pas une loi inventée par la Norvège, mais c'est vrai qu'elle est appliquée en Norvège, mais elle est surtout appliquée en France. C'est une loi en France, c'est obligatoire en France. En France, un ministre ne peut pas être à la fois ministre et député. Dès qu'il est nommé ministre, il doit renoncer à son mandat des mandats, ouais. Voilà, il doit renoncer à ce mandat de député. Il peut garder d'autres mandats d'ailleurs. On peut avoir en France être député et être maire ou être conseiller général. Voilà, exactement. Mais en Israël, on peut pas être maire et député. On peut être ministre et député. Donc cette loi vient changer ça. Ça aussi évite les conflits d'intérêts. À un moment, un ministre pourrait peut imaginer que c'est une manière de lutter contre la corruption aussi. Et donc, il y a des pour, il y a des contre. Il faut savoir que ça a déjà existé dans le passé, en 2015, en l'occurrence, où il y a eu plusieurs ministres, dont Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, qui avaient démissionné donc tant qu'ils étaient ministres, et quand ils perdaient leur portefeuille, ils revenaient à la Knesset pour laisser la place à des gens dans leur parti qui n'avaient pas été élus. Donc, il y a des opposants très virulents, voilà. On va le voir, et il y a des soutiens. Alors, qui sont les opposants ? Alors, il faut savoir que les débats ont eu lieu, se sont déroulés pendant au moins 5 heures, même pour une loi comme ça. Je veux dire, on en parlait déjà avant, il y avait beaucoup de déclarations avant, et dans le cadre de l'hémicycle, et aussi avant, il y a évidemment des pour et des contre. Le chef de l'opposition, par exemple, comme on va le voir, Yair Lapid, a pesté contre cette loi, comme on va le voir dans un instant avec une courte vidéo. שאתם קוראים לזה החוק הנורווגי. זה נשמע קריר כזה, סקנדינבי. בנורווגיה יש רק 19 שרים. לא צריך יותר, אז יש רק 19 שרים. בנורווגיה... Voilà, donc Yair Lapid, lui, l'argument, c'est de dire ça coûte trop cher, ça fait rentrer des députés en plus, donc des aides parlementaires en plus. Enfin, il a beaucoup ça coûte cher à l'État au moment où il y a une crise économique à cause du corona. Bon, il oublie aussi un peu, par exemple, que la loi norvégienne s'appelle norvégienne. En Norvège, il a cité l'exemple de la Norvège, comme dans l'extrait, en disant qu'il n'y a que 19 ministres. Il a oublié qu'il y avait aussi 50 députés de plus dans le Parlement norvégien qu'en Israël. Donc, je veux dire, bon, c'est de bonne guerre en tant que chef de l'opposition, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les arguments pour sont aussi valables, et comme on le voit tout de suite avec un extrait d'une déclaration de חילי טרופר de Bleu Blanc. צריך לזכור שהפרלמנט בישראל, עם כל הביקורת, הוא אחד הפרלמנטים הקטנים בעולם, ולכן כדי שהוא דווקא יעבוד ויתפקד, נכון שיש שם חברי כנסת פעילים, ושמזדהים עם ממשלת האחדות. Donc חילי טרופר, donc ministre de la culture, voilà. Donc il va laisser sa place, on va voir dans quelques instants avec qui. חילי טרופר est lui qui défend cette loi. L'idée étant justement que voilà, l'efficacité du travail des ministres, c'est ce que le peuple attend en fait. Disent les défenseurs de cette loi, que les ministres puissent se consacrer vraiment à leur travail, ne soient pas obligés de courir du matin au soir, et que les dépenses de ces députés, de ces nouveaux députés, sont tellement inférieures aussi à des nouvelles élections, au coût de nouvelles élections. C'est aussi l'argument qui est donné par les partisans. Alors,
Il y a des nouvelles têtes à la Knesset, donc 12 députés. C'est la première fois aussi que la loi norvégienne permet de faire entrer autant de députés. On ne va pas les citer tous et faire leur curriculum vitae, mais alors, quelles sont les têtes il y a quand même qui émergent quelques personnalités intéressantes. D'abord, donc, Bleu-Blanc. Alors, on ne va pas revenir sur les discussions à l'intérieur de Bleu-Blanc avec leur ancien partenaire, Yesh Atid, Telem, puisque sur la liste, à l'époque, il y avait une liste unie, donc il fallait que Gantz, en fait, débauche pour sa liste des gens qui allaient rentrer à la Knesset. Alors, d'un côté, quelqu'un se dit, est-ce que je vais rentrer, pas rentrer? Est-ce que je vais rentrer dans l'opposition? Bon, au final, il y a la première chose que les médias ont noté, c'est la présence de 4 nouvelles femmes à la Knesset. Voilà. Alors, parmi ces 4 nouvelles femmes, c'est des personnalités qui ne sont pas très connues du grand public, mais on va quand même parler de Teila Friedman, qui est une militante féministe religieuse, qui a dirigé le mouvement Ne'emanei Torah Ve'avoda, et qui est une personnalité connue aussi au Bnei Akiva et à Jérusalem, à la mairie, aussi dans plusieurs mouvements sociaux. Et une autre francophone, on va parler aussi de Michal Kotler. Michal Kotler qui est avocate et qui est actuellement responsable des relations internationales du centre universitaire d'Herzliya. C'est la fille d'Irvin Kotler. Irvin Kotler est un des plus grands juristes du monde. Il a été avocat, juriste et ministre de la Justice au Canada. C'est une Ola Hadasha, donc bilingue. Et donc ça, c'est 2 des 4 femmes qui rentrent sur la liste de Bleu-Blanc. Il y a à Yahadut HaTorah 3 nouveaux députés, donc un dont on a déjà entendu parler. Ouais. Oui, alors il s'agit de Yitzhak Pindrus, qui était souvent un candidat malheureux. Je m'explique, c'est qu'après les élections, vous savez, toujours des calculs très délicats pour savoir combien de députés exactement chaque parti, et les accords entre partis, et finalement que un parti qui croyait avoir 8, finalement à 7, ou le contraire. Et alors, avec Yahadut HaTorah, il s'est passé à plusieurs reprises que Pindrus était entré à la Knesset, et après les calculs définitifs, c'est le Likoud qui obtenait un siège de plus, et Yahadut HaTorah un siège de moins, et il s'est retrouvé sur la touche. Ça arrivé plusieurs fois, et là, il rentre par la grande porte. Il me semble qu'il a aussi été maire de Beitar Illit à un moment donné. Il a été maire de Beitar Illit, il a été vice-maire de Jérusalem, il est en politique depuis longtemps. C'est aussi une figure connue du monde lituanien. Il est vu comme un successeur à Gafni quand Gafni prendra sa retraite politique. Alors un autre personnage, cette fois-ci dans Chasse, qui a failli rentrer à la Knesset cette fois-ci. Chasse, c'est 3 députés, donc un qui n'est pas entré, mais vous allez nous expliquer pourquoi Alors il s'agit de Baruch Geshai, je ne sais pas si on prononce bien, qui est d'origine éthiopienne. Et alors, il y a une habitude qui s'est créée en Israël à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pressenti pour une fonction élective. Les médias fouillent dans son passé, mais effectivement, parfois, ça vaut la peine parce que ce presque député a eu des propos très étranges au bas mot dans des cours qu'il a donnés. On va dire surtout, notamment misogyne. Misogyne, en disant par exemple que les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, c'est parce qu'elles ne sont pas habillées de manière pudique. Et vous m'avez dit ce matin encore d'autres déclarations de ce type. Oui, il a dit qu'il faut surtout éviter de parler aux femmes, y compris le mari. Il conseille, chacun les auditeurs en feront ce qu'ils voudront, mais il conseille quand votre femme vous parle, essayez d'éviter de lui répondre. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, effectivement, donc, dès que les médias sont montés sur cette affaire, le président de Chasse, Aryeh Deri, allait le voir. Je pense qu'il lui a dit d'abord que ça ne correspond pas à la ligne de Chasse, heureusement d'ailleurs, et de lui suggérer, je pense, de retirer sa candidature parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on aurait aimé voir un député d'origine éthiopienne de plus. Ça aurait été le 9e. Le 9e. Voilà. Donc, mais finalement, il a préféré démissionner ou être démissionné. Et à sa place rentre le Rav Zechariaou, je crois, de Bnei Brak, qui n'est pas très connu, mais enfin voilà. Donc, il sera sûrement connaître à Chasse. Alors, il y a aussi un autre dont on parle, un autre député dont on parlera justement, tout à l'heure. Très excellente transition. Voilà, très transition. On passe à la rose, à la rose noire aujourd'hui. Voilà, la rose est donnée à Yossi Taïeb. Donc, c'est l'un des nouveaux députés qui va rentrer à la Knesset. Yossi Taïeb, qui est connu des auditeurs de qualité. On l'a déjà interviewé pour cette émission, d'ailleurs, avant les précédentes élections. Et était numéro 12 donc, sur la liste de Chasse. Il rentre, Yossi Taïeb est né en France et il sera le premier député natif de France à entrer à la Knesset. Il y a eu des députés qui venaient de France. On se rappelle de Flato Sharon. Il y a eu des députés originaires de France, Yoni Shedboun. Mais là, c'est le premier qui est né en France. Il a fait son alia
à 18 ans. Il a fait l'armée, il était à Givati, il a étudié à la Yeshiva à Mir, il a créé des associations, il était en Shlichut à Toulouse. Et il est actif dans l'Alia aussi. Voilà, il est actif dans l'Alia et surtout il a créé un mouvement de jeunesse qui s'appelle Yardav qui réunit des jeunes religieux, laïcs, traditionnalistes. Il parle de 3000 jeunes dans ce mouvement, dont 600 francophones selon lui. Et ce qui est intéressant avec Yossi Taïeb, c'est qu'il vient, et c'est une première, l'étiquette « Je viens défendre les intérêts des Olim de France ». On lui souhaite vraiment bonne chance. On l'a invité pour cette émission. Chasse, le parti, pour l'instant, ne l'a pas autorisé à parler. On espère que la semaine prochaine, on pourra l'avoir. On espère que ça va changer. Voilà, quand il sera député, il pourra venir s'exprimer dans notre émission. Et grâce à lui, on pourra rentrer un peu plus dans les coulisses de la Knesset. Alors, le cactus, le cactus, c'est une petite déclaration, un extrait de déclaration de Bezalel Smotrich de Yamina, dans le cadre d'une visite du parti dans le Negev. היום יש פה 200 ומשהו אלף. בסדר? עכשיו, הקצב הריבוי הטבעי גדול, למרות שהוא גם בירידה ברוך השם, הם מכפילים את עצמם כל 12 שנים, ולכן זה משהו שצריך לטפל בו, זה סוג של איזה פצצה. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tenu des propos qui étaient assez logiques et assez réalistes concernant la problématique des Bédouins dans le Negev. Mais dans ces propos, il y a une expression qui passe mal, c'est de dire la natalité est trop forte, il faut s'occuper de ça. J'ai trouvé que c'était un peu maladroit. C'est plus que maladroit, c'était vraiment une dénonciation. Voilà, et ça a donné lieu en plus à un article foudroyant et extrêmement odieux de Guidon Lévy de Haaretz qui a voulu faire le pendant en disant il faut coudre l'utérus des femmes de Judée-Samarie ou leur donner un stérilet parce que c'est une population qui se multiplie, etc. Je pense qu'il y a effectivement un problème peut-être au niveau sioniste par rapport à la population de Negev. L'État d'Israël affronte une crise face à la légalité des constructions des Bédouins dans le Negev qui prennent des terrains. Il en a parlé, c'est dommage. C'est une question importante et Smotrich a gâché, on va dire, tout le débat en parlant de natalité. On n'est pas là. L'État d'Israël ne doit pas vérifier la natalité de personne, ni des habitants bédouins, ni des habitants D'ailleurs, il a dit juifs. aussi, c'est pas à l'État de le faire, mais c'était très maladroit et ça a provoqué des réactions. Et puis, cet article honteux de Guidon Lévy, voilà, qui parfois il faut faire attention à ça lui vaut un salut. Voilà, il aurait mieux fait de ne rien dire. Enfin, en tout cas, pas cette phrase-là. Voilà, et en tout cas, il a eu un cactus, donc j'espère qu'il va comprendre la leçon. Voilà. Très bien. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Merci. Michael, Shabbat shalom, chers auditeurs. Merci. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien avec Michael Blum et Shraga Blum.